Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 11e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Al Goffa, jeune et énigmatique créateur qui a notamment signé Sombre Bagarreur aux éditions Pow, en plus d'évoluer sur la scène alternative anglophone avec de nombreux collectifs, ainsi que Orc Gym, plus récent projet solo, présentement en financement sur Kickstarter. Al Goffa, salut! Allô? Merci beaucoup de passer au micro d'Entre deux cases. Al Goffa, pour moi, tu es un peu un mystère. Et d'entrée de jeu, j'aimerais lire ta bio qui se trouve en C3 de ton album Sombre Bagarreur, publié aux éditions Pow. Et je lis la pièce d'anthologie en elle-même qui te présente. Alors, Al Goffa serait d'origine québécoise, mais nous n'en sommes pas certains. Il s'alimente principalement de nourriture surgelée. Son habitat naturel reste indéterminé. Nous savons toutefois qu'il a immigré à Montréal pour étudier les sciences occultes et l'alchimie dans le but avoué de concocter le plus grand nombre de livres possible. Alors, dois-je m'inquiéter, de ton alimentation? Ça s'est amélioré, ça s'est amélioré. Ah oui, donc il y a un fond de vérité là-dedans. Là. Oui, il y a... oui. Oui. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil de vieux monsieur, parce que tu es quand même pas mal plus jeune que moi, dis-toi que ce que tu manges aujourd'hui va t'hypothéquer dans 10, 15, 20 ans. Ouais, ben, je commençais déjà à le sentir un peu, là, fait que plus de légumes frais. Là. Ah, c'est bien ça, des légumes. Ceci dit, pour moi, t'es mystérieux dans la mesure où t'évolues dans un milieu un peu en marge, dans la bande dessinée dite alternative, beaucoup dans le milieu anglophone. Pour plusieurs sombres bagarreurs publiés aux éditions Pow a été l'occasion de te découvrir, de découvrir ton travail. Travail qui puise dans plusieurs genres, plusieurs sources d'inspiration. Lire un album d'Al Goffa, c'est vraiment toute une expérience parce que c'est quelque chose. La convergence de tes origines, de tes inspirations font de ton travail un travail unique. Alors, première question, Al Goffa, qui es-tu? Qui je suis? Al Goffa, c'est pas mon vrai nom en partant. Je l'ai choisi parce que mon vrai nom, c'est Alex Gouin-Fafard. Oui. Et ma première bande dessinée, quand je l'ai fait, c'est le seul public que j'avais, c'était d'autres jeunes, surtout anglophones, sur Tumblr. Ils dessinaient beaucoup des mangas, des animés. Puis, je me sentais pas à l'aise de présenter ma première BD, Chevalier Bataille, sous le nom Alex Gouin-Fafard. Fait que Al Goffa, c'est les deux premières lettres de chacun de mes noms. Puis j'ai juste conservé parce que ça semblait à rajouter un aspect mythique. Puis les gens m'identifiaient comme quelqu'un de plus grande nature avec ce nom-là qui sort un peu de nulle part. Puis je trouvais que ça permettait d'être cohérent avec l'univers que j'essaie de présenter. Tout à fait. D'ailleurs, quand on te lit, on t'imagine portant une cape à longueur de journée, surmontée de talons plateforme armés jusqu'aux dents. D'ailleurs, Chevalier Bataille, moi, c'est d'abord ça que j'ai lu de toi. Donc, un album grand format, autopublié, muet. Ouais. Axé, en fait, c'est un récit d'action qui mélange la science-fiction avec un parfum mangaesque. Genre de projet que tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Qui est Al Goffa? Faire un récit muet, ça prend quand même soit une dose d'insouciance, Surtout, ou alors vraiment être culotté, ou peut-être un heureux mélange des deux. Chose certaine, dès la lecture de Chevalier Bataille, moi, j'ai retenu ton nom. Je me suis dit, OK, là,
il vient de se passer quelque chose. Il y a un jeune auteur de la scène locale montréalaise qui fait quelque chose de complètement différent. Et non seulement de différent, mais que je juge inédit dans le milieu du 9e art québécois, c'est-à-dire la parfaite conjoncture entre la culture asiatique, la culture américaine, puis quand même aussi la culture francophone. Donc, pour moi, ultimement, tu es l'incarnation de la convergence de ces trois grandes traditions de la bande dessinée. Évidemment, j'imagine que tu t'es pas assis un jour avec ta cape et tes bottillons en te disant « Je vais créer une œuvre à la convergence de ces trois sphères. » À moins que je me trompe, là. Peut-être que c'est ça que tu as fait. Non, c'est très malgré moi, tout ça. OK, mais une chose qui est sûre, on sent là, le plaisir que tu as à faire ça. C'est tellement contagieux. On a vraiment l'impression... Moi, ça me rappelle quand j'étais un gamin et que je dessinais le plaisir de faire check. Regarde, là, regarde, regarde mon idée. Là, il y a quelque chose. On ne peut pas demeurer insensible à ton travail et à ses nombreux charmes. Pour moi, lire un de tes albums, c'est mettre le doigt dans un engrenage puis être complètement aspiré. Donc, moi, j'aimerais que tu me parles un peu de tes inspirations, de tes grands maîtres, parce que, écoute, dans ton ancrage, dans ton travail d'éclairage, je vois autant de l'expressionnisme allemand que je vois du Alex Stott. Puis bon, là, j'aurais pu dire Frank Miller, mais c'est parce que Frank Miller, il a pompé à Alex Stott, comme plusieurs auteurs de l'époque, puis il a aussi pompé à Hugo Pratt. Donc, je soupçonne qu'il y a du Alex Stott derrière. Est-ce que je me trompe? Non, du tout. J'ai Alex Stott sur le bout de la langue constamment. Mais comment tu es entré en contact? Parce que tu es jeune. Je veux dire, lire du Alex Stott, c'est pas... Oui, ben, tu sais, ça n'a jamais été un problème. Là. En fait, la bande dessinée américaine, je ne l'ai jamais vraiment lu jusqu'au moment que je m'y intéresse d'un point de vue formel, là, parce que je viens de Drummondville, puis j'avais accès à des bibliothèques publiques, là, fait que c'était Tintin, Lucky Luke et Dragon Ball. C'est vraiment plus tard que là, je suis allé à l'université en beaux-arts, art contemporain, ça ne m'intéressait pas trop, mais j'ai quand même côtoyé d'autres artistes qui, eux, connaissaient des gens comme Moebius, puis Hugo Pratt, puis là, c'est là que j'ai comme, oh, il y a vraiment plein de bons dessinateurs intéressants en bande dessinée, puis j'ai commencé à m'y intéresser plus. Puis, fait que ça n'a pas pris de temps à aller dans un comic book store à Montréal ou dans d'autres villes que j'ai tombé sur Alex Stott, puis j'ai juste, ben là, c'est là que ça se passe. Est-ce que c'était mal perçu durant tes études en art, le fait de t'intéresser à la bande dessinée, d'en lire et de vouloir en faire? Ben, ça, c'est drôle parce que par les profs, oui, mais tous les étudiants aimaient ça. Puis c'était ça qui les intéressait. C'est juste qu'il y avait toujours 2 ou 3, là, genre élèves modèles de la classe qui eux aussi ils snobaient ça, mais sinon, la majorité des élèves ont fini par aller vers les arts appliqués, là, bande dessinée, animation, illustration. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je donne des conférences sur la bande dessinée depuis des années en milieu scolaire. Et ce que j'ai fini par découvrir, c'est que ma pratique de conférencier, là, c'est pas aux jeunes que je m'adresse parce que les jeunes sont convaincus. Oui, oui, oui. Aux enseignantes et aux enseignants, celles et ceux qui sont un peu rébarbatifs, ou parfois même très rébarbatifs. En fait, j'ai vite compris que ma pratique, c'était surtout pour les convaincre eux. Ouais, ouais, tout à fait. Mais tu sais, ce qui arrive beaucoup. Ouais, complètement. Il n'y a pas du Philippe Druyet aussi? T'as-tu lu Druyet, toi, à l'époque? Oui, un peu. Ben, tu sais, je pense que je pourrais commencer à nommer peut-être 100 artistes parce que c'est rare qu'il n'y ait pas un artiste qui m'influence. Michael Golden m'influence aussi. Les Jim Matsumoto. Attends un petit peu, là. Là, tu me parles de Michael Golden. C'est tout un hasard parce que je suis en train de lire sa série de Nam qui se passe durant la guerre du Vietnam. Ah, c'est magnifique. Hey! Et quel dessinateur, hein, Michael Golden? Ouais, vraiment. Un des meilleurs là, du comics. Mais là, toi, Michael Golden, est-ce que c'est son truc là, de Bucky O'Hare que t'as... Bucky quoi?
Bucky O'Hare, c'est une série jeunesse, ça. Ah, Buck, ah, oui, oui, OK. Non, 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 mais c'est juste son travail en général. En fait, je pense que, OK. à part peut-être un comic de Nam que j'ai lu sur Internet, la plupart de son travail, en fait, la plupart des comics, je les lis pas, j'ai de la misère avec le rythme. Euh, c'est rare que les BDistes vont comme vraiment prendre le temps d'exploiter le temps puis d'étirer le temps. Puis, Michael Gordon fait un peu, Alex Stott le fait certainement, mais Alex Stott Oui. il s'est mis à dos tout le monde en faisant ça aussi. Puis, mais fait, ouais, il y a beaucoup de BDS américains que je connais, puis j'ai même leurs comics, mais je ne les ai même pas lus. C'est leur dessin qui m'intéresse. C'est intéressant que tu parles de rythme, parce que une chose qui est vraiment marquante quand on plonge dans ton œuvre, c'est tout ton travail, ton rapport au rythme à travers ton découpage. Il y a quelque chose dans ta manière de raconter qui n'est pas, puis là j'utilise les guillemets, mais classique. C'est comme si, je veux dire, à la limite, ce qui intéresse chez vous, c'est pas tant d'arriver à destination qu'en fait le voyage en lui-même. Et tu varies beaucoup avec les rythmes. J'ai trouvé ça surtout marquant dans ce que j'ai lu de toi chez Sombre Bagarreur, parce qu'on a parfois l'impression d'être à la fois dans un jeu vidéo, à la fois dans un manga animé, dans une bande dessinée. Donc, et à quel point, par exemple, quand tu présentes, lorsque deux personnages fusionnent, ils deviennent un nouveau guerrier. Et là, tout à coup, on a comme la fiche, un peu, là, ça me rappelait mes folles années d'arcade avec Mortal Kombat. Oui, tout à fait. En fait, quand je te lis, il y a des moments où j'entends, c'est vraiment fou, mais j'entends de la musique, là, de la musique de jeux vidéo des années 80, début 90, là, ma période là, un peu technotronique. Là, tout à fait. et tu sais, d'ailleurs, moi, ça me fait. En fait, il y a un moment en 10 ans où j'avais vraiment le thème de Megaman. Puis Megaman, quand on écoute ça, là, quand on s'assoit et qu'on prend le temps d'écouter la construction sonore là, de la chanson, de la piste musicale de Megaman, c'est complètement démentiel. C'est des musiciens de feu hein, qui ont travaillé sur ces bandes sonores-là. Ah oui, il y a des choses magnifiques là, dans la soundtrack de jeux vidéo. Là. Ah oui, tout à fait. Il y a des grands artistes là je pense, dont le travail à l'extérieur des grands fans de jeux vidéo, les grands connaisseurs, peut-être est moins connu ou moins bien perçu. Mais c'est ça, donc ton travail de rythme. Puis, tu me dis, bon, moi, je les regarde, les bandes dessinées, mais je les lis plus ou moins parce que le rapport au rythme, Alors, c'est quand même étonnant, ça. Alors, en ce sens-là, ton maître à penser, c'est vraiment Alex Stott. Si j'en ai nommé un, oui, tout à fait. OK. Il me met à terre, Alex Stott. C'est que la plupart de ses mises en page sont super digestes, mais ils ont l'air de rien, mais ils sont remplis de contenu. Là. C'est le seul dessinateur de bande dessinée que je connais qui est capable de te faire comprendre tous les outils qu'il y a dans un garage, mais que tu les remarques pas tout de suite. Les outils dans le garage sont dans l'ombre, c'est dans l'avant-plan. Puis le sujet principal, dans le fond, c'est une petite armée qui se promène, qui sont dessinés dans un style expressionniste. Ça n'a comme pas rapport. Il n'y a personne qui fait ça comme ça. Il y a peut-être Georges Jaffineau là, qui s'y rapproche, mais il est un peu trop esthétique, un peu trop sur le coup de pinceau pour être plus dans la communication comme ça. Chose intéressante aussi, il est inscrit dans Chevalier de bataille que tu as publié en 2016, que l'album a été réalisé sous la direction de Vincent Gillard. Oui, tout à fait. Ben, ça serait mon deuxième maître à penser, en fait. C'est un de mes artistes préférés. Il est vraiment. Et lui, il parle jamais d'Alex Stott, il n'est pas intéressé par Alex Stott, mais je vois plein d'Alex Stott dans son travail. C'est comme si Sébastien Minino, Alex Stott et Franquin ont eu un enfant. C'est ça, Ah oui, Sébastien Lumineau. Oui, c'est vrai, ça. Ah oui, c'est intéressant. Mais oui, Vincent Gillard, je trouve, puis quand j'ai relu Chevalier Bataille après toutes ces années-là, puis que bon, j'ai accroché sur ce détail-là, je me suis dit, ah oui, mais l'aspect expressionniste, puis la manière d'éclairer que Vincent a dans son travail,
Puis là, lui aussi, dans sa mise en couleur, là, littéralement, c'est assez unique, inédit. Là. Ah oui, oui. Quand on a un album de Vincent entre les mains, on ne se trompe pas, on le sait que c'est lui. Là. Ouais. Ah, ben, c'était une révélation quand j'ai découvert son travail. J'ai découvert son travail en 2012 au Festival de la BD de Montréal. Juste à une table, j'ai vu Bruce. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Mais avant ça, mes artistes préférés, c'était des artistes que j'aimais pour leur personnage, leur dessin. Je regardais à peine de BD, je regardais les bons volumes, les bonnes structures anatomiques. Puis je regardais surtout du character design. Puis je savais pas trop si je m'en allais. Quand j'ai découvert Vincent Jacques, j'étais OK, non, je vais être BD. Ah oui, c'est fou. Hein? Puis j'imagine que son travail, dans sa manière aussi d'aborder le rythme et de construire ses plans, j'imagine aussi que ça t'a. Oui, il Ça m'a t'a ouvert mis. à beaucoup de. Il m'a Ouais. ouvert beaucoup en fait à Spirou. J'avais aucun intérêt pour ça. Puis Franquin, c'est vraiment un très bon narrateur. Là. Ben là, excuse-moi, mais Franquin, pour moi, c'est Dieu. Là. Là, si tu veux, on peut en parler 1 heure de Franquin. Il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est étonnant parce que, en même temps, c'est la preuve que, au niveau des influences, là, on parle d'Alex Stott, on parle de Franquin, à quel point revenir au grand maître, ça nous permet par la suite d'ingérer tout ça et de faire complètement autre chose. Ah oui. C'est comme David Turgeon. David Turgeon, lorsqu'il faisait de la bande dessinée, puis je trouve ça triste qu'il n'en fasse plus, ceci dit, c'est un formidable romancier. Mais David Turgeon, quand on regarde ses bandes, ça transpire Franquin. Pourtant, on est loin de la ligne claire arrondie. Ouais. Mais dans la structure, dans la pensée, on sent. Et donc, ton travail s'appuie sur des grands maîtres relativement classiques. Ouais. C'est quand même fou. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'ils ont une manipulation du temps et de l'image qui est le plus riche possible. J'ai pas. Parce que esthétiquement, c'est tous des artistes qui m'ont pas attiré à première vue. Parce que moi, de façon plus superficielle, tonale, ce qui m'attirait, c'était Drouillet, puis Moebius, puis Akira Toriyama, puis, que je continue d'aimer et de consommer régulièrement, mais il faut que je les consomme pour des raisons différentes. Est-ce que tu as aussi un attrait du côté des arts picturales? Est-ce que tu as certains peintres? Oui. Oui, hein? Oui, en fait, aussi, mon bagage académique, c'est dans les beaux-arts. Fait que pendant longtemps, je voulais être peintre, en fait. J'aimais beaucoup Kupka. J'aimais aussi beaucoup les illustrateurs du 19e siècle, comme Gus Boffa ou les illustrateurs allemands de Simplicissimus. Fait que j'aime ça des images assez fortes, assez graphiques. Fait que je suis allé très rapidement vers Hugo Pratt. Ouais. Il y a aussi, encore là, peut-être reculer un peu dans le temps, mais quand même, il y a du Bosch aussi. Là. Moi, je vois du. Je vais le prendre. Ben, prends-le, parce que c'est quand même pas banal. Puis forcément, ton inconscient en est imprimé aussi, parce que dans ton travail, une des choses, c'est à quel point tu joues avec l'alternance de moments très intimes et des fresques. Mais des fresques gargantuesques. C'est pour ça que pour moi, il y a du Bosch dans ce que tu fais. Là. Quand on tombe, on est au-delà du splash page, là, du fameux splash page dans les comics américains, là, où on a une double page avec une taloche. Puis, non, dans ton travail, toi, il y a un recul davantage. On est dans une fresque, littéralement. Et ça aussi, donc, nécessairement, ça devient de ton. Ça fait partie de ton bagage génétique des beaux-arts, forcément. Oui, c'est drôle que tu as l'œil parce que oui, Bosch et Bruegel, c'était pas mal mes deux préférés, là, je dirais, de l'âge de 16 ans à 22, 23 ans. C'est sûr que c'est chose cégep, là, mais mes exercices historiques, j'ai faisais sur eux. Puis, Quand je dis aussi que tu as un parcours un peu en marge, c'est que tu es quand même un auteur qui a souvent recours au sociofinancement. D'ailleurs, Sombre Bagarreur avait d'abord, en premier lieu, en première fenêtre, il a été publié en anglais. Ouais. Bon.
Ben d'ailleurs, tiens, parenthèse, comment t'en es arrivé à intégrer le catalogue de Pow Pow, piloté par Luc Bossé? Parce que pour vrai, Sombre Vilain, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans le catalogue, là, au niveau de la sensibilité, de l'approche graphique. C'est quand même un album qui est différent des autres. Ouais, ben, en fait, au début, j'étais à l'atelier de la bande dessinée avec Vincent, puis Ouais. on parlait de le sortir à mauvaise tête. Ça aurait été le fun, mais finalement, sa maison d'édition, elle a fermé. Ouais. Puis, fait que j'ai juste, j'avais le choix entre Mécanique Générale, Pastèque, puis Pawpaw. Puis Pastèque, ils m'ont jamais montré l'intérêt. Je sais même pas s'ils savent qu'elles existent. Hein. Puis, fait que, il me restait Pawpaw ou Mécanique Générale. Puis Luc, ben, j'avais appris à le connaître à travers Alexandre Fontaine-Rousseau, qui était quelqu'un qui venait souvent à l'atelier dans le temps. Ouais. Fait que ça juste, ça n'a même pas été, une réflexion de ma part. Puis Luc a juste dit oui. Là, puis j'ai dit, ça me dérange pas côté ligne éditoriale. Puis il dit, non, pas de ligne éditoriale. Bon, ben, OK. Mais, fait que, non, il n'y a pas eu de choix ou de réflexion du tout derrière ça. Là. De toute façon, pour moi, le livre il était déjà fini. Puis il avait déjà fait son temps. Il avait déjà été publié en anglais. Puis, j'avais pas une stratégie. Là. T'avais pas un plan diabolique là, avec ta cape et tes bottes. Là. Non, ou j'avais pas un plan d'affaires comme ça. C'est sûr, j'aurais pu aller chez Front Froid, exemple. J'ai juste pas pris le temps de... Dans ma tête, c'était un livre qui allait pas marcher de toute façon. Mais comment, OK, alors question, comment vend-on, ben en fait, dans ton cas, le livre avait déjà été publié, mais quand même, quand on part du principe qu'on considère que son livre est invendable, comment on arrive à persuader un éditeur? Ben, j'y arrive pas vraiment aussi, c'est ça l'affaire. C'est quand même difficile. Tranquillement, je m'adapte. J'apprends à créer des projets et à communiquer d'une façon avec les éditeurs qui, je pense, je me mets dans leur peau. Mais j'ai beaucoup de projets refusés, moi, là. J'en ai beaucoup. Pas pour rien que je suis allé vers les campagnes de financement, c'est que je vais directement au lecteur. Je sais que j'ai un lectorat, c'est juste que l'éditeur n'était pas toujours au courant que j'ai un lectorat. Mais là, d'ailleurs, au moment où on se parle, c'est la dernière journée ou l'avant-dernière journée d'une campagne de sociofinancement pour le projet Orc Gym. Oui, exact. Qui s'est financé relativement rapidement. Là. Donc, tu as vraiment un lectorat. Là. Ça, on peut très bien le constater. Oui. Oui. Puis, au début, c'était une option qui me déplaisait, mais là, c'est devenu mon quotidien. Puis j'aime ça. J'apprends beaucoup sur la promotion, puis sur développer une relation avec le lectorat, là, comme un aspect de communauté. Finalement, j'y ai retrouvé des choses que j'aime, là, que je n'avais pas prévues. Mais tu apprends aussi nécessairement à devenir un éditeur parce que. Ouais. Et là, dans ton cas, en plus, c'est que là, le projet actuellement qui est bouclé et qui se termine sous peu, dont le financement se termine sous peu, Orc Gym, c'est un projet solo. Ouais. Mais tu as quand même piloté des collectifs j'ai fait deux anthologies. Des anthologies. Alors là tu as fait ton travail d'éditeur parce que j'imagine que tu as couru après certains artistes pour recevoir les planches. Oui. C'est beaucoup de communication en email, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est plein de choses inattendues, comme gérer les frais de port, gérer les frais de warehouse. Finalement, le site Internet puis le technicien de l'imprimeur, ils sont pas capables de connecter, fait que les commandes, ils ne se reçoivent pas. C'est plein de choses comme que tu penses pas que les gens ont à faire. Là, mais des choses, comme une liste de tâches qui sont un peu dans la catégorie autre. Là. Fait que tout ça, c'est beaucoup de travail, mais c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi parce que tantôt, tu disais qu'au point de départ, c'était prévu à la mauvaise tête. Là, d'ailleurs, où un de tes collègues, Maxime Guérin, a publié un tout petit album extraordinaire. Et là, le titre m'échappe. Excuse-moi, j'ai... c'est quoi son titre? Une heure au parc. Une heure au parc, oui. Ouais. Donc, un album broché d'une trentaine de pages tout au plus, 32 pages, quelque chose du genre, dans les derniers titres publiés au catalogue de La Mauvaise Tête. D'ailleurs, Maxime qui collabore avec toi, qui est dans
plusieurs des collectifs que tu as édités, dans plusieurs projets. Donc, un collègue, un ami, Maxime? Les deux, ben, en fait, c'est mon meilleur ami. Là, on se voit souvent. Avant, il habitait à côté, on se voyait tous les jours. Puis on s'influence beaucoup. En fait, moi, j'ai été l'influence visuelle, puis lui, il a été l'influence dans l'écriture. Parce Parce que qu'il y a moi, vraiment, il y a vraiment une parenté dans votre travail, même ouais, si vous avez des tonalités différentes, des ouais. sensibilités différentes. Il y a clairement une parenté, puis de vous côtoyer sous une même couverture d'un collectif, je veux dire, il y a quelque chose de tout à fait naturel là-dedans. Là. Oui, oui, ben, c'est. Ouais, ben, en fait, c'est qu'on vient. Quand on s'est rencontrés, c'était à une session de modèle vivant puis, à l'UQAM. J'ai vu son travail, je le trouvais super bon en dessin. Puis j'ai dit, ah, il était vraiment bon. Puis il m'a même pas demandé à regarder mon travail, parce que je pense qu'il ne sait pas pourquoi il veut pas regarder mon travail. Mais puis plus tard, je l'ai recroisé au port de tête, puis il y avait Chevalier Bataille dans ses mains. Je dit, hey, c'est moi qui ai fait ça. Fait que là, je l'ai invité à l'atelier de la mauvaise tête. Puis tranquillement, lui, il était comme tout à fait nouveau à la bande dessinée, pas du tout un lecteur de bande dessinée. Il trippait Chris Ware, Crumb et Daniel Close. Ce sont toutes des bonnes sélections, mais ça l'arrêtait là, il ne connaissait rien d'autre. Puis je l'avais confronté en disant, ah, mais tu sais, t'es meilleur que Robert Crumb. Il n'en revenait pas que j'osais dire. Il dit, t'es qui toi pour dire ça? Fait que notre amitié a commencé comme ça, mais OK. puis c'est ça, moi, je l'ai ouvert à Alex Stott, je l'ai ouvert à Mike Mignola, Hugo Pratt. Lui, ben, il m'a ouvert un autre cinéma, un type d'écriture qui est maintenant essentiel pour moi, là, qui est plus dans le réalisme, le naturalisme de André Bazin. Fait qu'on fait référence à du cinéma comme Eric Romer ou Howard Hawks, John Ford, ces choses-là. Fait que, on fait juste parler de cinéma et d'Alex Stott, essentiellement. D'ailleurs, il y a quelque chose du cinéma direct au niveau de la parole, dans tes dialogues, surtout au niveau de la version française de Sombre Bagarreur, alors qu'on est dans une fresque science-fictionnelle, héroïque, fantasy. Là, tout à coup, leur niveau de langage est très usuel pour très québécois, Ouais. mais jeune québécois en plus, mais c'est pas posé, c'est bien intégré, ce qui en fait une lecture vraiment étonnante. Parce que tout à coup, il y a une dissonance, ou en tout cas, ça nous amène ailleurs. Ce qui est drôle avec Sombre Bagarreur, c'est que quand j'ai écrit Dark Angel of Darkness, la version anglaise, je ne connaissais pas encore Maxime, je n'étais pas du tout familier avec ces idées-là d'écriture. Mais instinctivement, il y a quelque chose en moi qui allait quand même vers des sensibilités comme ça, parce que si ces films-là me passent, parce que j'ai cette sensibilité-là. Mais je n'avais pas intellectualisé ce que je voulais en tant qu'écrivain, puis je ne comprenais pas ce que je voulais, fait que je me cherchais beaucoup. Puis quand j'ai traduit Sombre Bagarreur avec Alexandre Fontaine-Rousseau, j'étais déjà plus sensible à tout ce cinéma-là. Fait que la version française, c'est une sorte de Frankenstein, en fait, là, qui est différent de la version anglaise. Fait que j'ai beaucoup de misère à cerner ce que c'est Sombre Bagarreur, en fait, parce que j'étais pas vraiment conscient de ce que j'ai fait, puis je l'ai fait à des moments différents. Évidemment, ouais. Alexandre Fontaine-Rousseau, qui est une encyclopédie du cinéma, qui est une encyclopédie point, là. Oui, c'est une encyclopédie, là. Mais c'était comment, justement, de travailler avec quelqu'un à la traduction de son album dans sa langue maternelle? Parce que tu l'as écrit en anglais, mais je veux dire, le français, c'est quand même ta langue maternelle. Oui, ben on s'est vraiment donné le luxe de littéralement réécrire. Là. On ne s'est pas gêné. Okay. Il y a certaines bulles qui ont pris un sens complètement différent. OK. Ça a facilité les choses. C'était le fun pour moi. J'ai pu revisiter mon travail. Ouais, c'était vraiment de juste lire mes bulles et laisser les traduire, ça ne marchait pas. C'était pas naturel, c'était pas simple. Donc, le matériau était vivant. Oui, ouais, c'est ça. Donc, tu as retravaillé. Est-ce que ça, ce serait un de tes projets, justement, d'assembler tes co-récits que tu as publiés dans Cry Punch Comics, dans Dagger, etc., et de les traduire en français? Est-ce qu'éventuellement, on pourrait voir ça? Oui, j'aimerais bien ça. C'est juste j'ai pas trop le temps ces temps-ci, mais j'aimerais beaucoup traduire. Dans le fond, j'ai 3 histoires. L'autre, c'est avec Pierre Studio, l'éditeur qui a publié Dark Angel of Darkness. Des Suédois, les autres. Les autres aussi ont fait des anthologies similaires à ceux que j'ai faites.
Puis j'ai une histoire courte là-dedans qui s'appelle Magus. Fait que je prendrais mes 3 histoires courtes puis j'en ferai un livre en français. Là, j'en ai beaucoup. Ouais, c'est dans les projets idéalement 2023. Là. De 2023, donc cette année, là. Idéalement. Idéalement. D'accord. Et est-ce que tu privilégierais, encore une fois, le sociofinancement ou tu irais fort de ton expérience là, avec les éditeurs cogner à des portes? Ben, tu sais, je pense que pour ce livre-là, je pourrais essayer de convaincre un éditeur ou deux, mais sinon, je vais retourner. Parce que je pense que déjà, quand un livre est fini, c'est vraiment différent là, que si tu proposes un 6 pages avec un synopsis. Là. Fait que, je pense que j'aurais des fortes chances de me trouver un éditeur. Là. De toute façon, j'ai pas d'attente. C'est pas un projet que je me dis, il me faut un revenu pour survivre. C'est plus un projet de, ben, c'est un livre que j'ai déjà fait. Fait que je prendrais un éditeur qui fait ça avec 100 copies, qui me donne 10%, ça me dérangerait pas. Là. Ben justement, mais donc, mais est-ce que la bande dessinée, c'est ta mania, c'est ton gagne-pain? Est-ce que c'est un passe-temps qui est très, très prenant? C'est J'ai quoi, en toujours eu fait? un emploi alimentaire, mais là, ça Ouais. fait 1 an que je vis juste de mon art, mais là, genre, je suis allé porter des CV la semaine passée. Il faut que je retourne me trouver un travail alimentaire, je pense bien. Là. Mais c'est ça, c'est que des fois aussi, j'ai quelques contrats, mais ça, c'est très sporadique. Là. Ça paye bien, mais des contrats d'illustration, des choses comme ça, mais c'est pas, j'ai pas développé quoi qui me soutient. Mais ceci dit, tu démarches les éditeurs américains parce que je sais que dans la nouvelle série de Wes Craig, tu vas publier dans un numéro un court récit, là, non? Ouais, mais dans le fond, c'est lui qui m'a contacté, là. Ouais. Fait que c'est beaucoup plus facile, là. Euh, ouais, en fait, l'artiste, il est juste la plupart des artistes, la plupart des contrats que j'ai eus, c'est souvent des artistes qui les ont à faire. Fait que souvent, avec les artistes, les procédures sont plus simples. Là. Ils sont juste comme, ben, j'aime ton travail, là, faisons quelque Ouais. chose. Fait que mes opportunités ont souvent été comme ça. Là, c'est quand même une belle visibilité. On parle d'Image Comics, on parle Ouais, d'un créateur qui a signé précédemment Deadly Class, qui a été un immense succès, qui a fait l'objet d'une adaptation télévisuelle. Donc, quand même, c'est les ligues majeures, là, non? ouais, ben, je suis bien content, là. Puis, ça fait vraiment le fun aussi, là, parce que, tu sais, il y a une époque où j'étais plus naïf, je me voyais comme un Frank Miller ou un Paul Pope, quand j'étais plus jeune, je rêvais ça, puis je me disais, je vais faire les livres que je veux, mais avec les icônes et les symboles de la culture populaire. Puis, si ça l'arrive, là, mais en fait, je me vois bien juste être un prolétaire de la BD américaine, 6 mois par année, puis 6 autres mois faire mon livre sur une campagne de financement. Fait que, j'ai commencé à collaborer avec des écrivains pour justement essayer de percer le marché sous cet angle-là, au lieu d'envoyer mes propres projets. Je me suis dit peut-être que c'est mon approche à l'écriture qui me marginalise. Parce que je pense que mon dessin il peut être commercial. Fait que, pour l'instant, ça marche pas, mais je continue. Là, c'est une voie possible. C'est intéressant, ça, parce que plusieurs créateurs et créatrices sont réfractaires à travailler avec des scénaristes parce qu'ils préfèrent se raconter ou raconter leurs histoires. Ouais. Et moi, je trouve ça très rafraîchissant qu'un jeune auteur comme toi garde toutes les avenues possibles ouvertes. Parce que justement, aussi au contact de ces gens-là, ben forcément, ça va influencer ta propre démarche et ton travail. Ouais, ben, en fait, j'ai Patrick Kenlan, qui est un écrivain chez Image, qui a fait sa récit la plus récente, s'appelle Frontiersman. Ouais. Lui puis moi, on a envoyé 2 projets à Image qui ont été refusés, mais on a décidé de faire une campagne de financement. Puis, ça fait 1 an de ça. Je travaille à temps perdu sur la BD, mais éventuellement, je vais la finir. Puis, mais en tout cas, c'est ma première vraie collaboration où que, genre, je mets en page l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis, même, tu sais, j'ai choisi Patrick Kenlan parce que j'aime son travail d'écriture. Je trouve que c'est un bon écrivain. Il est influencé par des films similaires que moi. Il aime beaucoup les Don Siegel, puis des films assez réalistes des années 70. Fait que, ensemble, on a commencé à faire un genre de Total Recall rencontre Black Sad. Et on a bien du fun.
mais même à là, pour moi, il y a quelque chose de douloureux là, à interpréter son travail, mais c'est super rafraîchissant intellectuellement. Là. Je suis là à me poser des questions que je ne me serais jamais posées. Pour moi, c'est de la BD, en fait. Puis j'aime ça. Oui, bien nécessairement, non seulement on apprend au contact des autres, mais c'est que ça ébranle aussi certaines de nos certitudes, forcément. Oui, exact. Donc, cette idée d'évoluer dans un marché américain dit plus mainstream, donc tu ne fermes pas du tout la porte à ça, au contraire. Là. Non, ça m'intéresse beaucoup. Puis, en fait, j'aime tellement la BD que souvent j'ai une version imaginaire interprétée de tous les types de BD. Je me verrais faire une biographie en noir et blanc intimiste, là, autant que je me verrais faire le prochain Avengers. Là, autant que j'aime l'idée d'être un drouillet perdu. Là, tout ça me parle. Là. Ah oui, c'est intéressant. D'ailleurs, mettons là, on parle pour parler. Là. Ton projet le plus fou là, ou ton fantasme d'auteur de bande dessinée, ce serait quoi? Ben, je suis un peu en train de le faire là, avec Org Jim. Là. Je suis un peu sans compromis dans l'écriture. Puis c'est sûr que malgré moi, je me laisse influencer par ce que la campagne me propose d'être. Puis esthétiquement, il y a des tourneurs que je prends que j'aurais peut-être pas pris si j'étais tout seul à faire une BD avec aucun public en tête et aucun. Mais ça fait partie de moi quand même, ça aussi, parce que je suis intéressé à ce que les gens sont habitués de consommer. Qu'est-ce que c'est hors gym pour eux, automatiquement, quand ils pensent à ce concept-là, ça m'intéresse malgré moi. Puis, de toute façon, ça reste mon interprétation, mais c'est sûr que il y a aussi une BD en moi qui est encore plus indépendante, qui est celle d'un ermite fou dans une montagne qui fait la BD à 100% sans compromis. Mais je pense pas que je vais avoir cette vie-là un jour. Fait que peut-être que Gym, c'est ma BD la plus sans compromis que je vais faire pour l'instant. Et justement, j'aimerais ça que tu nous parles de ce projet-là, Org Jim, que Ouais. tu nous le présentes. Ouais. Ouais, ben, j'ai vraiment du fun à le faire en ce moment. Là. Je suis en train de faire les pages du premier numéro. Puis, ben, c'est niaiseux, de un, c'est humoristique. Mais, OK. Alors là, il faut définir ce qu'est niaiseux, parce que ça peut être interprété de mille et une manières là, par les auditrices et auditeurs. Ouais. Ben, ça se prend au sérieux aussi. C'est les deux, dans le sens que c'est vraiment un drame. Là, puis, j'espère que les gens vont finir le numéro 1 puis ils vont pouvoir savoir ce qui va arriver au personnage dans le numéro 2. Là, ça, c'est certain. Mais c'est juste que, je ne sais pas si tu es familier avec le film Tobacco Road de John Ford. Non. C'est un de mes films préférés. Puis là-dedans, tout le monde est complètement sans dessin. T'sais. Mais John Ford, c'est un grand dramaturge. Là, fait que, ça reste que tu es très engagé avec qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là. T'sais. Mais ils sont niaiseux. Là, c'est évident que leur problème, c'est de leur faute. Et, OK. fait que Orgym a beaucoup de ça. Là. Ça reste des brutes plein de testostérone. Là, qui vont pas toujours s'exprimer de la meilleure façon, qui vont avoir des patterns qui sont pas particulièrement constructifs. Fait que, au lieu d'être une série d'actions comme on s'attendrait avec des offres, ben, leur problème, c'est des problèmes du quotidien. C'est juste que leur quotidien, ben, c'est genre de faire des stéroïdes puis de flexer sur stage. Là. C'est ça. Fait que, ultimement, l'univers, c'est que c'est un peu un genre de Gold Gym, Arnold Schwarzenegger, années 70, rencontre Mad Max, là, parce que finalement, c'est des orques qui sont plus en temps de guerre, que la technologie a évolué un peu, mais ils ont quand même une politique médiévale. Il y a des seigneurs, et les seigneurs, ben, en fait, ne sont pas maîtres de château, mais sont maîtres d'un gym. Fait que, la plupart des seigneurs, ben, il faut qu'ils entretiennent leur gym, mais aussi qu'ils performent dans les festivals pour ramener de l'argent. Puis, il y a plein de politiques autour de la culture du gym dans une logique seigneuriale. C'est pas mal ça. Donc, on est. Parce qu'une des thématiques, en tout cas, qui m'apparaît claire dans ton travail, c'est la déchéance. C'est comme si, en quelque part, on était toujours sur le point d'assister à la fin de la civilisation dans ton travail. Le ravin, là, on est sur la pointe des orteils. Moi, c'est ce que je perçois comme lecteur quand je te lis.
Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais pensé, mais je fais tout de suite un lien, puis je le vois. Ben, je pense que c'est malgré moi, parce qu'en fait, c'est que c'est mes deux intérêts qui peuvent paraître opposés qui amènent des histoires comme ça. C'est que je suis autant intéressé par le mythique, la mythologie, les symboles, les héros. Pas pour rien, je fais de la fantaisie. Mais je suis aussi intéressé par quelque chose de plus intimiste, ancré dans le réel. Puis, j'aime faire des observations sur l'expérience humaine. Euh, Pas en le disant, pas en étant didactique, pas en disant les valeurs, mais juste en montrant les gestes que les gens ont dans la vie du quotidien. Mais ultimement, ben, c'est un drame que je fais. Fait que, il faut que je crée comme une sorte d'enjeu ou de mélancolie ou de questionnement existentiel à mes personnages. Mais c'est des héros, tu sais. Fait que, mais je veux pas qu'ils se battent contre un dragon. Je veux qu'ils soient. Peut-être qu'il y a un dragon qui s'en vient bientôt. C'est la façon de créer cet environnement-là propice dans ces univers-là. Ben, en fait, c'est souvent, même s'il y a des scènes de combat dans certains de tes récits, pour moi, il m'apparaît clair que c'est d'abord des combats intérieurs et c'est des chocs de valeurs aussi. Ouais. Et probablement que Sombre Bagarreur est ton récit que j'ai lu qui met le plus en scène des combats à proprement parler. Ouais, ben, Sombre Bagarrage, je l'ai fait vraiment dans. J'avais pas ces réflexions-là. Fait que je pense que je pense qu'il y a quand même. On peut voir un peu de tout ce qu'on vient de parler dans Sombre Bagarrage, mais c'est moins soutenu parce que je comprenais pas ce que je faisais. Puis, En même je, temps, ouais. en même temps, l'inconscient, il est fort. Parce que Oui. je te rappelle que ton album Sombre Bagarreur, publié en français, en traduction française chez Pawpaw, se termine avec à la fois une note d'espoir, mais en même temps un point d'ordre complètement épouvantable. Ouais. Il y a à la fois pour moi l'espoir et la finalité. Cet album-là se termine, c'est vraiment terrible parce que on est à la fois animé d'un espoir en se disant, mais malgré tout, tout est foutu. Oui, ben, ouais. Et tu Ouais, ben, joues avec ça. Et tu joues avec ça, moi, je trouve, de manière brillante. Ah, merci. Ouais, ben, j'avais oublié la fin. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé son Garage. J'ai des flashs là, de la fin. Puis, ben, je suis content que tu me pointes. Oui, ben, ouais, c'est vrai. Ben, c'était en moi. Quand je regarde, j'aime ça que ça soit pas, que peut-être pas la réponse tout cru dans la bouche. Là, j'aime ça parce que la vie, c'est rarement. C'est pas vraiment de rédemption dans la vie. Là. C'est souvent. Ah, on a l'impression qu'il y a une certaine rédemption, mais si et ça et ça. Et, fait que, instinctivement, c'est sûr que j'ai voulu boucler mon histoire dans cette direction-là. Je pense que ma critique envers Sombre Bagarreur, c'est plus que c'est peut-être, si je vais page par page, c'est quand même 180 pages, il y a peut-être des moments où là, je suis tombé dans d'autres intentions qui aujourd'hui m'intéresseraient moins maintenant que je comprends plus. Oui, mais c'est pas un problème. Mais ça, c'est le problème de la création. C'est que la oui. création s'inscrit dans un moment qui est fixé dans l'éternité. Puis, tu sais, je pense que c'est beaucoup plus fait de regarder devant dans sa démarche que de vouloir à tout prix. Non, puis c'est. Ben, je veux dire, écoute, pour moi, Sombre Bagarreur, même si toi, comme auteur, tu y vois certains passages à retravailler ou certaines faiblesses, et ça, c'est ton point de vue d'artiste. Moi, de mon point de vue de lecteur, si tu considères ça comme une œuvre de jeunesse, ben à ce compte-là, il y a à la fois l'instinct qui t'a servi, à la fois la vigueur de la jeunesse qui t'a servi. Et à ce compte-là, moi, il y a des œuvres de jeunesse de d'autres auteurs qui sont beaucoup moins impressionnants que ton album. Mais ça, c'est moi qui le dis, hein? Et ce n'est que mon opinion. Non, mais en fait, ben, je suis d'accord avec ça, mais en fait, c'est que j'avais un peu oublié certaines des qualités de Sombre Bagarreur, puis tu me les rappelles, là, parce que j'avais oublié que ce côté-là de l'écriture existait en fait en Sombre Bagarreur. Mais mon souvenir, c'était juste quand ils se battent tout le long. Là, ben, c'est vrai que beaucoup de combats, d'ailleurs, tu sais, moi, je viens du milieu du théâtre, puis pour moi, je faisais un lien avec Shakespeare dans la démesure. Puis le Shakespeare, c'est beaucoup dans la démesure du verbe, parce qu'à l'époque, dans le théâtre élisabétain, il n'y avait quand même pas les moyens de construire des immenses structures métalliques et de créer des monstres. Donc, évidemment, tout passait dans le texte, mais beaucoup dans le texte.
Mais ceci dit, il y a quelque chose dans l'éloquence puis dans l'aspect mythique. Quand on entre dans ton travail, moi, je trouve qu'il y a un rapport au théâtre parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nature. Et ça, moi, je ne retrouve pas ça forcément dans le cinéma. Le théâtre, c'est ce qui est. En fait, pour moi, le théâtre, il y a quelque chose de magique parce que quand tu es assis dans une salle de spectacle, tu es très conscient que ce que tu vois devant toi, tout est faux. Et un peu à la manière du magicien, on le sait que David Copperfield, il ne passe pas à travers un mur. C'est physiquement impossible de passer à travers la matière. Mais pourtant, il réussit à le faire croire aux gens. Pourquoi? Parce qu'il détourne l'attention du spectateur pour s'assurer que tu ne vois pas le mécanisme derrière son truc. Pour moi, le théâtre, c'est pareil. C'est comment arriver à faire croire à quelqu'un qu'avec 2-3 bouts d'épée puis un rideau, tout à coup, tu es en train de reproduire une scène de la fin du monde. Et pour moi, je trouve que ça, dans la fabrication, dans ton travail d'artisan, dans ta manière de fabriquer tes histoires, il y a le sens épique, il y a cette volonté, il y a ce goût là, d'aller au bout de la proposition, mais complètement au bout de la proposition. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a quelque chose du grandiloquent de William Shakespeare. Et dans la fatalité aussi, parce que Shakespeare, je veux dire, ça finit jamais bien. Toutes ces grandes tragédies, que ce soit Macbeth, que ce soit Richard III, que ce soit Hamlet, je veux dire, la pièce commence, tu le sais que tout le monde est foutu. C'est terminé, là. Il n'y a pas de rédemption possible. Tout le monde, ça finit mal. Mais comme dans Shakespeare, quand on entre dans tes albums, même si on se doute que ça va mal finir, on veut savoir pourquoi, comment. Il y a cette espèce de pulsion, de curiosité. Et ça, pour moi, ça s'apparente beaucoup plus à un mécanisme de théâtre que de cinéma. Oui, c'est super intéressant. Sauf que moi, je viens pas vraiment du théâtre, mais j'en ai vu du théâtre. Puis... Ben oui, mais tu en as vu du théâtre, forcément. Oui, c'est ça. Mais en fait, mon bagage, c'est surtout la sculpture, la peinture, tu sais, puis souvent, surtout plus classique et moderne. Puis il y a un amour du sujet qui est suffisant dans ces œuvres-là. Puis ce que ça fait, c'est que ça contribue à témoigner de ce que c'est l'expérience humaine. Tu sais. Une sculpture de Rodin, c'est tragique. Tu sais. Puis c'est la tragédie et de la tête aux pieds. Tu sais. Puis c'est ce qui fait que une sculpture de Rodin est touchante. C'est que Rodin est vraiment intéressé à communiquer qu'est-ce que c'est d'avoir un corps. Tu sais. Et dans la bande dessinée, ben, c'est un peu facile d'éviter ça, puis de juste penser à raconter son histoire, puis tomber dans des codes esthétiques. Je tombe dedans aussi, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. J'aime beaucoup de cartoonistes qui ont quelque chose de très codifié. Mais j'ai aussi ce côté-là de parler de l'expérience humaine. Puis, en fait, c'est pratiquement du jeu d'acteur. Puis, tu peux avoir un jeu d'acteur qui rappelle la réalité, mais tu peux aussi avoir un jeu d'acteur qui rappelle quelque chose de plus mythique, de plus abstrait. Fait que ces deux voies-là du corps humain, j'utilise le plus que je peux. En fait, ce dont tu parles présentement, c'est de scénographie. Tu sais, quand tu parles d'une sculpture, c'est une œuvre qui s'inscrit dans un espace tridimensionnel. Donc, à ce moment-là, on parle de scénographie comme au théâtre, comme un décor de théâtre, comme un accessoire de théâtre. C'est-à-dire que c'est un objet qui se définit dans l'espace et qui a une signification, qui est signifiant, qui dégage et qui raconte quelque chose. Et, parce que d'un point de vue graphique, un carré noir dans une page blanche, ça a une tension différente, peu importe si tu le déplaces. C'est la même affaire, c'est OK, ton espace c'est 3D, qu'il soit réel, sculpturel ou dessiné. Il y a des tensions qui sont créées à chaque millimètre que tu bouges ton personnage, et à chaque angle que tu prends sur lui. Toute cette tension-là, elle est pratiquement approchable à un niveau abstrait seulement. Tu peux prendre tes meilleurs BDS préférés puis les transformer en juste des shapes abstraites. Tu vas sentir toute cette tension-là. Ça va continuer d'exister. Est-ce que l'animation
est une avenue qui pourrait t'intéresser dans tes créations? Parce que ça, c'est une autre chose. Ton rapport au mouvement, il y a une élasticité, il y a quelque chose dans ta manière d'inscrire les corps dessinés dans leur espace que je me dis, il doit y avoir dans ton esprit quelque part une envie quelconque d'animation. Est-ce que je me trompe? Euh, j'ai déjà eu un intérêt pour ça. Je suis allé à Sheridan College 1 an, une école à Oakville, dans le Greater Toronto Area. C'était comme pas mal le meilleur programme d'animation en Amérique du Nord. Okay. Dans le temps, j'avais été refusé. Puis j'avais entré dans leur programme pour les débutants, où c'était juste du modèle vivant. Ça m'a beaucoup aidé. Mais dans ce temps-là, je côtoyais beaucoup de futurs animateurs. Puis, c'est une industrie qui est énorme. C'est fou là, de vouloir devenir un animateur auteur. Fait que c'est soit tu es un prolétaire ou soit tu es un animateur auteur, mais tu fais un film dans toute ta vie pratiquement. Ouais. Fait que j'aime pas assez l'animation pour ça. Je dirais même que je préfère la BD en fait. Fait que rendu là, ça fait longtemps que j'y ai pas repensé. Mais clairement, tu sais, l'animation est une influence indéniable. Mais avec le temps, on dirait que j'en écoute plus vraiment l'animation. On dirait que je peux aller droit au but avec ma sculpture, mon dessin puis mon film. Peut-être un jour deviendras-tu un auteur indépendant de fortune, décoré, glorifié. À ce moment-là, peut-être pourrais-tu avoir... Exact, exact. C'est comme mon plan Z. Là. Oui, bon, ben écoute, mais avant le plan Z, il y a le plan A, B, C. Donc là pour l'instant, tu travailles à boucler Orc Gym, dont le financement qui a été bouclé dernièrement. Là, la campagne se termine demain. Donc là, juste pour le bénéfice, donc le 15 mars 2023 se termine le financement du projet Orc Gym. Bon, moi, j'y ai contribué. J'ai vu qu'on a réussi à débarrer quelques paliers. J'ai vu qu'il y aurait des cartes inspirées. En tout cas, je ne sais pas si c'était inspiré des cartes de comics des années 90 à la Jim Lee. Oui, tout à fait. Oui, bon, c'est ça. Mais bref, félicitations. Merci. C'est pas banal boucler un sociofinancement en 2023 quand tout à coup, c'est plus une nouvelle réalité, mais c'est quelque chose d'instauré et que les gens sont énormément sollicités de toutes parts. Ouais. Donc, chapeau bas, vraiment, bravo. Donc, ça, on lit ça quand? Idéalement, dans peut-être 3 mois environ. OK. J'ai presque crayonné toutes les pages. Ça va être l'ancrage, mais c'est ça, c'est plus le quotidien qui va embarquer. Là, comme on parlait tantôt, je suis allé porter des CV il y a une semaine, là, fait que tout ça, mais idéalement, d'ici 3 mois, les gens vont avoir leur copie. Puis j'aimerais ça lancer 3 numéros cette année. Numéro 2 environ en juin, puis numéro 3 vers l'automne. Puis après 4, 5 et 6 l'année prochaine, l'histoire va être finie. Wow! Ben écoute, je trouve ça excitant de te suivre. Je te souhaite beaucoup de légumes et de vitamines pour tenir le coup. Merci. Hein? Parce que le travail d'auteur de bande dessinée en est un physiquement difficile. Hein? Oui. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens se plaignent de passer leur journée assis à l'ordinateur. Ça, c'est une chose. Avoir une tendinite à cause de la souris, c'est une autre. Mais d'être penché constamment, d'être recroquevillé sur soi-même pour dessiner, c'est un travail physiquement engageant. Donc, moi, j'ai eu des tendinites pendant 3 ans, puis c'était assez sévère. Je ne pouvais même pas m'habiller ou manger. Je n'arrivais pas à lever mes bras pendant 3 ans. OK. C'est à cause du dessin. Là. Mais là, ça fait longtemps. Là, ça fait 6 ans de ça. Donc, d'où l'importance, malgré le fait que tu es jeune en plus, d'où l'importance de prendre soin de toi. Oui, exact. Ça, c'est mon côté paternel, tu vois. Ben, tout à fait. Ben, en fait, aussi, c'est bon pour la santé mentale, de toute façon, là, d'avoir une bonne hygiène de vie. Écoute, on te souhaite une bonne hygiène de vie et surtout, moi, je te souhaite d'être encore
toujours ranimé de ce plaisir que tu as de faire de la bande dessinée parce que tu nous contamines. Quand on te lit, on a tellement de plaisir. Il y a quelque chose de viscéral. Puis en même temps, puis la beauté de la chose, c'est que c'est toujours inattendu chez vous. On tourne les pages, on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va, on te fait confiance, on te remet les clés du véhicule, on te dit, ben amène-nous à destination. Puis arrange-toi pour qu'on ait une belle ride. Puis c'est exactement ce que tu nous offres. Donc, Algopha, merci beaucoup de ton temps. Merci à toi. Et puis, au plaisir de lire ta nouvelle série Orc Gym très bientôt. Merci. Pour suivre Algopha, rendez-vous au facebook.com/Algopha. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com/podcast au pluriel, / entre deux cases. À bientôt.